Chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité de ce soir, le 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar et les 65 ans d'existence des forces armées seront célébrés avec originalité cette année, selon l'annonce faite aujourd'hui par le ministre des Forces armées lors de la présentation du logo et du thème pour cette année. Le slogan retenu est le patriotisme moteur du progrès. Comme chaque année, le grand défilé militaire se tiendra au stade Barea, tandis que les feux d'artifice pour la capitale auront lieu au lac Yarif. Le 65e anniversaire de l'indépendance et la célébration des 65 années d'existence des forces armées seront une année jubilaire exceptionnelle, selon le ministre des Forces armées, le général Saïvel Lalamoudze Delphin. L'objectif est de renforcer l'unité et la solidarité de tous les Malagasy, a souligné le ministre. Diverses manifestations, toutes exceptionnelles les unes que les autres, seront organisées dans tous les districts de Madagascar pour marquer cette date du 26 juin. Il y aura des activités artistiques et culturelles, des compétitions sportives, ainsi que la grande fête populaire des forces armées qui se tiendra au stade Barré. Des feux d'artifice seront lancés le 25 juin dans tous les districts. Pour Antananarivo, les tirs des feux d'artifice auront lieu au lac Yarif-Ivat, tandis que le grand défilé du 26 juin se déroulera comme toujours au stade Barré à Mamassen. Des mesures spéciales seront prises pour assurer la sécurité sur tout le territoire national, avant, pendant et après les célébrations de la fête nationale et de l'anniversaire des forces armées, afin que la population puisse vivre ces événements dans la sérénité. Tous les corps de sécurité seront mobilisés, a confirmé le ministre de la Sécurité publique. Le logo officiel du 65e anniversaire du retour de l'indépendance et de la création des forces armées a été dévoilé aujourd'hui au stade Barré de Mamassen. Le thème retenu pour cette année est le patriotisme moteur du progrès. Dans un tout autre sujet, 5 pêcheurs malgaches portés disparus en Tanzanie sont rentrés à Madagascar aujourd'hui et ont été reçus à Anoussi par le ministre des Affaires étrangères. Ils avaient été retenus sur place pendant 3 mois. Leur rapatriement a été rendu possible grâce à la coopération entre l'OIM et les ministères des Affaires étrangères de Madagascar et de Tanzanie. Ces pêcheurs sont originaires de Nussibé. Plus de détails avec Natera Goutmaaf et Nzara Njiansou. C'est une panne survenue sur le moteur de leur bateau qui a causé la dérive jusqu'en Tanzanie dans l'embarcation de ces pêcheurs malgaches au mois de février dernier. Selon le récit du capitaine du bateau, Zauzanj François, le premier moteur de leur bateau s'était déjà arrêté au départ de Nouzbé, mais ils ont continué de naviguer. Et le deuxième moteur est tombé en panne en pleine mer en pleine nuit. Les 5 pêcheurs n'avaient plus qu'à subir leur sort, car même le téléphone ne captait plus. Ainsi, ils se sont échoués sur les côtes tanzaniennes. Cependant, les autorités ont été contraintes de les emprisonner en raison de l'absence de documents clairs en leur possession lors d'un contrôle effectué par les forces de l'ordre tanzaniennes. Enfermé depuis 4 jours dans une prison de Tanzanie, le capitaine ne savait plus quoi faire. Néanmoins, appelé par les autorités tanzaniennes, l'OIM, ou Organisation internationale pour les migrations, les a ensuite pris en charge. Les démarches que nous avons entreprises a été de manière conjointe avec le ministère des Affaires étrangères. Dans ce cadre-là, nous avons joint nos collègues au niveau de l'OIM Tanzanie, avec lesquels nous avons organisé le retour de ces pêcheurs. Bien sûr, en étroite collaboration, comme je l'ai dit tantôt, avec le ministère des Affaires étrangères de Madagascar, pour nous assurer que ce sont bien des ressortissants malgaches et qui devraient être de retour à Madagascar le plus bref. Ensuite, nous sommes attelés à organiser leur retour par l'achat des billets d'avion et pour leur arrivée ici à Madagascar. Et maintenant, nous allons organiser leur retour pour nos civils. La ministre des Affaires étrangères malgache est également restée en contact permanent avec son homologue tanzanien afin de permettre le rapatriement de ces 5 pêcheurs au pays. Et 3 mois après cet incident malheureux, les 5 pêcheurs malgaches ont pu regagner leur patrie sains et saufs. Selon la MAE, cette opération de rapatriement incarne les valeurs fondamentales de la diplomatie malagasy, fondée sur la protection des concitoyens à l'étranger, la solidarité entre nations et le respect de la dignité humaine.
La protection et l'assistance aux ressortissants malagasy à l'étranger constituent l'une des missions essentielles du ministère des Affaires étrangères qui œuvre chaque jour à faire respecter les droits et la sécurité de nos compatriotes où qu'ils se trouvent. Ce matin, les 5 pêcheurs ont été accueillis par la ministre des Affaires étrangères malagasy, accompagnés du chef de mission de l'OIM dans le pays. Ils rentreront aujourd'hui même à Nouzbé, leur ville d'origine. Et dans les actualités également, une erreur liée au genre d'un candidat s'est produite dès le début du concours d'entrée à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, a reconnu aujourd'hui le directeur général de l'école en réaction à des informations erronées circulant sur les réseaux sociaux. Le jury, composé des représentants de l'ENAP, du ministère de la Fonction publique, du ministère de la Justice et du Bianco, a décidé collectivement d'accepter la candidate en question, inscrite initialement dans la catégorie homme pour l'épreuve d'admissibilité, car elle avait obtenu la moyenne exigée. Détails sur les images de Yves Janel. Le concours pour le recrutement de 600 élèves agents pénitentiaires s'est déroulé du 16 au 18 août 2024. Il a été organisé conjointement par l'ENAP, le ministère de la Fonction publique, le ministère de la Justice et le Bianco. Un problème est survenu concernant une candidate originaire de Fianarantsoa qui ne figurait pas parmi les candidats femmes lors de l'épreuve d'admissibilité, selon les explications du directeur général de l'ENAP, Razaf Salam Désiré. Il a admis que c'était une erreur de saisie dès le départ et l'erreur n'a été constatée qu'à l'épreuve d'admission. Une réunion a été tenue avec tous les responsables mentionnés plus haut. Il a été décidé que cette candidate pouvait poursuivre le concours dans la catégorie homme. Une fois les épreuves terminées, elle a obtenu la moyenne requise et son nom a été classé dans la liste des femmes. Toujours selon lui, le PV et le rapport concernant cette affaire a été présenté aux 2 ministres, le ministre de la Justice et celui de la Fonction publique, d'où la signature du ministre de la Justice sur les résultats publiés. Le DG a réitéré que même le ministre lui-même ne peut pas donner des ordres pour faire admettre un candidat au concours. Il ajoute que des rumeurs de corruption ont commencé à circuler au mois de décembre dernier et qu'une plainte a été déposée par le directeur de l'ENAP contre la personne qui a délibérément diffusé ces fausses informations. En tourisme, la réhabilitation des infrastructures de l'INTH, Institut national de tourisme et d'hôtellerie, situé à Mpeflou, a débuté aujourd'hui. L'agrandissement des salles de classe s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du secteur tourisme à Madagascar. Ces travaux, financés par l'AFD, Agence française de développement, durant 15 mois. Fadjessena Mireille et Yves Janel nous font le point. L'INTH Mpeflou accueille actuellement près de 1000 étudiants en formation dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie. Cependant, les infrastructures existantes ne suffisent plus étant donné cette affluence, obligeant l'Institut à louer des salles de cours supplémentaires. Cette location de salles ne sera plus nécessaire une fois les travaux de rénovation de l'INTH achevés. Cette réhabilitation permettra également d'améliorer la qualité de la formation. Il est primordial, selon la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, de renforcer la formation à la base. L'AFD, Agence française de développement, finance ces rénovations à hauteur de 2 millions d'euros. De ce nouveau bâtiment de l'INTH, nous répondons à 3 objectifs. D'abord, celui de dynamiser, de renforcer le tourisme et l'attractivité de Madagascar. On sait combien l'île dispose de richesses absolument extraordinaires, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient géologiques, qu'elles soient humaines. Et il est très important pour que Madagascar accueille demain de plus en plus de visiteurs, de plus en plus de touristes, que ces jeunes soient formés et répondent au métier de l'hôtellerie et du tourisme. La deuxième chose, c'est l'employabilité de la jeunesse malgache. C'est extrêmement important pour arriver sur le marché de l'emploi, pour être compétitif à la fois dans le sud-ouest de l'océan Indien, dans le milieu de l'Afrique australe. C'est très important que les jeunes malgaches disposent des meilleures conditions de formation ici même à Madagascar. Et puis troisièmement, voici une nouvelle preuve du partenariat bilatéral entre Madagascar et la France. Les travaux qui s'étaleront sur 15 mois devront être terminés avant le 26 juin 2026.
Et on poursuit dans le domaine de l'éducation. En plus des examens blancs organisés par l'État, chaque école organise ses propres évaluations afin d'améliorer le niveau de leurs élèves. Des cours de soutien sont également dispensés à ceux qui ont des difficultés. Détails sur les images de Yves Janel. La préparation des candidats au CEPE bat son plein à moins d'un mois et 2 jours de l'examen. Dans une école privée d'Ilan Vatu, en plus des examens blancs organisés en collaboration avec l'État, des examens internes sont organisés tous les mardis, explique Louvatine Rabé-Arvoun, directrice de l'école. L'établissement compte 27 élèves inscrits au CEPE. Des cours de soutien sont proposés chaque samedi matin et mercredi après-midi pour les élèves qui rencontrent de réelles difficultés. Dans une autre école située à Tiaden, le programme annuel est presque achevé. Cependant, des efforts supplémentaires sont encore nécessaires en Malagasy et en résolution de problèmes, soutient Zourasaf Madimbi. Il appelle ainsi les parents à inciter leurs enfants à suivre des cours d'arithmétique et à parler davantage le malagasy à la maison pour une meilleure assimilation. Ici, 35 élèves se présentent au CEPE. Les responsables incitent les parents à accompagner leurs enfants dans les révisions. Par ailleurs, il faut veiller à ce qu'ils ne tombent pas malades, surtout avec l'arrivée de la saison froide. Une attention particulière doit également être portée sur leur alimentation pour qu'elle soit équilibrée. Et 300 toldes et 50 bancs ont été remis au CEG Zounia Frédéric de Mahanour par le ministère de l'Éducation nationale à la fin de la semaine dernière. La remise officielle s'est faite en présence du député de Mahanour, Manassou Donatang, membre de la plateforme IRMAR, qui est à l'origine de cette donation d'équipement, selon les explications. Natera Koutoumaf pour plus de détails. L'éducation figure parmi les secteurs qui nécessitent encore des appuis constants. En plus de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'État met également en œuvre une stratégie de dotation en matériel des écoles publiques et de rénovation des infrastructures. Le CEG Zounia Frédéric, situé dans le district de Mahanour, avait un besoin urgent de soutien, ces infrastructures étant devenues vétustes. À cet effet, le député élu sous la bannière de l'IRMAR a adressé une demande d'aide au ministère de l'Éducation nationale qui a répondu favorablement en offrant 300 toldes pour la toiture ainsi que 50 bancs. Ces équipements ont été remis officiellement le week-end dernier. Ces résultats sont le fruit d'une bonne collaboration entre le pouvoir exécutif et les collectivités locales représentées par le député qui fait remonter le besoin du terrain et facilite leur mise en œuvre par les ministères concernés. Le député de Mahanour, Donatang Manassou, s'est personnellement déplacé pour remettre ces équipements au nom du gouvernement. L'amélioration des infrastructures scolaires incite les parents à poursuivre la scolarisation de leurs enfants. Dans la page culturelle, un événement baptisé Kayamba Atenaïs Spécial Fête des Mères se tiendra ce samedi à l'Arena Ivanj. Ce spectacle est principalement dédié à la célébration des mamans. Une dizaine d'artistes se succéderont sur scène à cette occasion pour offrir une prestation à la hauteur de l'événement. Les billets pour ce show exceptionnel sont d'ores et déjà disponibles à l'Arena Ivanj. Ratramanazatouf. Papa si mama Maheza narufanaka Oh papa si mama Kazani narumisaraka Oh papa si mama Maheza narufanaka Oh papa si mama Kazani narumisaraka. Nous venons d'avoir un aperçu du spectacle Kayamba Atenaïs spécial Fête des Mères qui se déroulera au studio de l'Arena Ivanj. Un rendez-vous artistique unique conçu spécialement pour rendre hommage aux mamans. Fidèles au concept Kayamba Atenaïs, ce sont les artistes eux-mêmes, auteurs-compositeurs de leurs chansons, qui se produiront en live sur scène. Environ 10 artistes, voire davantage, monteront sur scène à l'Arena Ivanj durant ce spectacle spécial Fête des Mères. Le spectacle se déroulera en 2 temps et le public repartira comblé, ont assuré les artistes.
Les billets pour le spectacle Kayambatenaïs spécial fête des mères prévu le 24 mai sont disponibles à l'Arena Ivanj. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Donald Trump et Vladimir Poutine doivent s'entretenir ce lundi au téléphone avec l'objectif de mettre fin au bain de sang en Ukraine, selon les mots du président américain, après des pourparlers infructueux entre Kiev et Moscou. France 24. Eh bien écoutez, ce coup de fil il va bien entendu être observé ici de l'Ukraine. Ce qui intéresse les Ukrainiens, c'est de savoir si Donald Trump peut mettre la pression à Vladimir Poutine pour qu'il s'assoie à la table des négociations et surtout qu'il y ait de véritables négociations et pas seulement la Russie qui vient avec les mêmes conditions qu'elle avait imposées à l'Ukraine lors des pourparlers directs de mars 2022, c'est-à-dire une capitulation de l'Ukraine. Or pour l'instant la Russie, elle campe sur ses positions. Elle souhaite une Ukraine neutre, donc ça veut dire la démilitarisation de l'Ukraine, ce qui est absolument impensable pour les Ukrainiens puisqu'ils sont sous le coup d'une agression russe et qu'ils s'en défendent. Donc pas question de diminuer l'armée ou d'arrêter les combats unilatéralement côté ukrainien. Il y a également la volonté russe de voir l'Ukraine capituler, céder des territoires qui sont partiellement occupés ou illégalement occupés. Ces 5 régions, la Crimée qui est occupée depuis 2014 et puis les régions de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia qui sont partiellement et illégalement occupées pour la Russie. Là encore, sur le plan juridique, c'est tout simplement impensable pour Kiev. Et enfin, les Ukrainiens sont intéressés de savoir si la Russie souhaite sérieusement mettre en place un cessez-le-feu temporaire. C'était une proposition américaine du 11 mars dernier à laquelle Moscou n'avait pas répondu favorablement. Vladimir Poutine avait bien déclaré des cessez-le-feu courts lors du week-end pascal et après lors des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais même ces cessez-le-feu déclarés de façon unilatérale avaient été violés par la Russie elle-même. Donc les Ukrainiens attendent de voir s'il y a vraiment une volonté sérieuse de la part de Moscou de négocier, mais ils en doutent très sincèrement. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré ce jour qu'Israël allait prendre le contrôle de toute la bande de Gaza où l'armée a intensifié son offensive et attribué à des pressions diplomatiques sa décision d'autoriser une reprise limitée de l'aide humanitaire dans le territoire dévasté et affamé. France 24. Il n'y a véritablement rien de nouveau sous le soleil, si l'on peut dire, puisque Benyamin Netanyahou verbalise ce qu'il met en œuvre quasiment depuis le 7 octobre, c'est-à-dire une reprise de la bande de Gaza par Israël. Vous savez que les Israéliens ont quitté la bande de Gaza en 2005 lors d'un retrait unilatéral. Et après le 7 octobre, après ces massacres, eh bien, l'idée est communément admise au sein du gouvernement israélien que c'était une erreur et qu'il faut absolument réoccuper la bande de Gaza. Ça a été fait bien sûr dans un premier temps avec des bombardements intensifs, puis une opération terrestre qui n'a jamais réellement cessé, sauf peut-être lors des trêves qui devaient conduire à des échanges d'otages contre prisonniers. Mais vous l'avez dit, depuis dimanche, eh bien, ces opérations terrestres reprennent de plus belle. Il y a eu cette nuit des bombardements extrêmement intenses dans la bande de Gaza, notamment sur Khan Younes, et l'armée de terre eh bien, progresse relativement rapidement à l'intérieur de la bande de Gaza avec ce double objectif, tenter de faire libérer les otages, même si les libérations par la force sont restées extrêmement rares depuis le 7 octobre, et dans un deuxième temps eh bien, obtenir la reddition, le démantèlement de la branche armée du Hamas. La situation reste compliquée ce jour pour les passagers de l'aéroport de Paris-Orly. La Direction générale de l'aviation civile ayant demandé dimanche soir aux compagnies aériennes d'annuler 15% de leurs vols pour cette journée à cause d'une panne de contrôle aérien survenue dimanche et pas encore résolue. France 24.
Oui, effectivement, la panne est toujours en cours. Vous la voyez sans doute derrière moi sur le panneau. Elle est inscrite partout, panne des dispositifs de contrôle de navigation aérien. Alors, on est très loin de la pagaille d'hier. Hier, ce sont 130 vols qui ont été annulés, près de 40% du trafic. La panne n'est toujours pas totalement résolue, ce qui fait que la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, a demandé à chaque compagnie d'annuler aujourd'hui 15% de ses vols. Et on en est très loin pour l'instant. Une vingtaine de vols ont été annulés au départ à destination du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie ou du sud de la France. Une vingtaine de vols également annulés à l'arrivée. On est très loin des 15% demandés, mais ce qui change par rapport à hier, au-delà du fait que le trafic est presque finalement normal, eh bien c'est que les compagnies aériennes ont eu le temps de s'organiser. Hier, elles ont été évidemment très surprises par cette panne totalement inattendue, et aujourd'hui, eh bien les compagnies aériennes s'organisent. Les voyageurs reçoivent des messages pour leur dire si leur vol est annulé, s'il est retardé, s'il est maintenu, ce qui fait qu'il y a très peu de voyageurs finalement qui arrivent ici à Orly et qui découvrent que son vol est annulé. En revanche, il y a tout de même quelques retards à prévoir, des retards qui vont de quelques minutes à parfois, mais c'est assez rare, un peu plus d'une heure. Les vols transcontinentaux, eux, sont le moins impactés possible. Ils partent quasiment tous, et pour la plupart même assez proches de l'heure prévue. En revanche, on ne sait pas encore exactement quand la situation reviendra à la normale, mais vous le voyez, on est quand même très loin ici à Orly des scènes de chaos auxquelles on a pu assister dimanche. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et comme tous les lundis, restez avec nous pour la soirée Frisson avec le film A Breed Apart. Au revoir et bonne soirée sur Viva.